Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal en langue française de ce 29 avril 2019, édition spéciale en synergie des médias Télé Renaissance, Radio Inzamba et la RPA, une édition sur les événements malheureux de 1972. Des événements qui ont été interprétés différemment selon le positionnement ethnique. Cependant, certaines personnalités et d'autres sources historiques qui essaient de retracer l'histoire de 72 essaient de trancher ces positionnements. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Les massacres de 1972 se résument en 3 séquences. L'attaque qui a ciblé les Tutsis à partir du sud du pays, l'intervention de l'armée et la répression contre les Hutus intellectuels. C'est le témoignage d'Innocent Mouroudi, directeur de la télévision Renaissance. Il parle de la chronologie des faits. Suivez-le. Si on veut parler de 72 en essayant de séquencer de manière un peu caricaturale, on pourrait dire qu'il y a peut-être eu trois séquences. La première séquence, c'est l'attaque du 29 avril au soir, Rumongue, Mabanda, Nyanzarak, dans la région du sud-est essentiellement, mais également aussi le début d'attaque vers 20h dans la capitale Bujumbura. L'attaque du sud-est a été menée par des gens qui se proclamaient mouléristes, Maï Mourere, Maï Bahutu comme ils disaient, et qui faisaient une chasse méthodique à tout ce qui s'appelait Tutsi, qui tuaient à coups de machette les cadres de l'État, les citoyens ordinaires, les paysans, tout ce qu'ils rencontraient qui avait une tête de Tutsi, mais qui aussi, il ne faut pas oublier de préciser ça, qui aussi se sont mis à massacrer systématiquement tous les Hutus qui refusaient de les suivre. Parce qu'à un moment, les Tutsis et les Hutus, la population s'est organisée pour les combattre. Donc quand ils ont vu que l'essentiel de la population Hutu ne suivait pas, ils se sont mis à exterminer aussi méthodiquement tous les Hutus qui n'étaient pas avec eux. Ça, c'est une chose qu'on a tendance à négliger, même si certains d'ailleurs, ceux qui les ont combattus après ont été tués par les militaires. Certains des Hutus qui avaient pourtant combattu les gens qui avaient attaqué ont été tués par les militaires ou les JRR à l'époque dans la répression qui a suivi. Donc, mais pendant que l'attaque du 29 a lieu, donc dans le sud-est, à Bujumbura, l'attaque est déclenchée vers 20h. Vers 20h, où des coups de feu éclatent par-ci, par-là. Il y avait une grosse soirée dansante qui était organisée pour pratiquement tous les cadres dans tout le pays, où le président Michombero lui-même était censé être de cette soirée-là. Et quand son garde-corps était parti voir où en étaient les préparatifs, il est tombé dans une sorte d'embuscade. C'est le capitaine Kignon, si je me trompe, je ne sais pas s'il était capitaine ou commandant, avec son compagnon qui était un autre officier, qui sont morts pas loin de là où se trouve le monument aux soldats inconnus. Donc ils ont été mitraillés, il est décédé à l'hôpital d'après ce que disent certains écrits. Mais dans la même nuit, le roi Nare V, qui était confiné à Gitega, pas loin du palais, dans l'ancien palais royal, est amené sur ordre venu manifestement de la présidence à Bujumbura vers le camp paracommando où il a été assassiné, à coups de baïonnettes, plus de balles qui lui ont été tirées dessus, d'après ce que disent certaines sources. Et dans la même nuit, c'est là que le commandant de José Martin, qui était une des personnalités les plus respectées du pays à l'époque, un des hommes les plus lucides qu'il y avait encore dans les parages du pouvoir, puisqu'il était à l'état-major. C'était un des chefs de l'armée à l'époque, il avait été ministre de l'information. Il est appelé la nuit chez lui, on lui demande d'aller à l'état-major. Et depuis ce jour-là, sa famille ne l'a plus revu. Quelques autres personnes ont été arrêtées dans la foulée. Jusqu'au 5, on peut dire que du 29 avril au 4-5 mai, c'était plus un mouvement de le gouvernement menait des actions de guerre contre les groupes qui avaient attaqué. Mais parallèlement, qu'ils se mettaient déjà à faire des arrestations, des gens qui étaient accusés de complicité. Et à partir du 5, en gros, c'est une répression méthodique contre tout Hutu instruit, les anciens ministres, les ministres, les officiers supérieurs, les sous-officiers, les soldats, les cadres de l'État, les enseignants, les étudiants d'université, les élèves des écoles secondaires, de certaines écoles secondaires tout au moins. Tout ce qui s'appelait Hutu instruit était recherché comme étant faisant partie de ce complot-là. Donc on peut dire, de manière un peu schématique, résumée, une attaque de ces extrémistes Hutus qui attaquent au sud-est, un début de tentative de prise de pouvoir à Bujumbura,
de manière un peu schématique, c'est ce qu'on pourrait dire peut-être en termes de séquençage de ce qui s'est passé en 72. L'attaque qui avait eu lieu dans le sud du pays des Hutus contre les Tutsis a été un prétexte pour exterminer les Hutus en 72. Ce sont les propos du docteur Jean Minani, survivant de 72. Pour lui, les massacres de 72 ont connu une mauvaise gestion de la part du gouvernement en place. Si le gouvernement avait pris les choses en main, ni les Hutus ni les Tutsis, personne n'aurait été assassiné. Aujourd'hui, je peux donc témoigner que dans cette stratégie, il y a des Hutus qui ont aidé les Tutsis, il y a des Tutsis qui ont aidé les Hutus. Il y a eu une sorte de symbiose dans la population. Le crime qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, je peux affirmer que ce n'était pas une affaire de Hutus contre les Tutsis ou de Tutsis contre les Hutus. Non. Je ne peux pas dire que les Hutus sont les Hutus qui ont tué ces Hutus qui ont disparu. Et même ces Tutsis, en 72, il y a beaucoup d'élèves qui ont été tués. Tous les Hutus qui étaient en première année et en quatrième normale, depuis la quatrième normale, c'est-à-dire les finalistes, jusqu'en troisième, en première normale et en troisième scientifique, ont été tués. Je ne pense pas qu'il y ait aucun qui a été rescapé, qui en est rescapé. Aucun. Il y avait un terrible capitaine ou major, Bizosa, appelé Bizosa, qui était commandant du camp d'Ongozi, qui était terrible. Et il a ramassé tout le monde, surtout tous les Hutus, et il les a mis en prison et il les a tous exterminés. Personne n'en est sorti. Et même d'ailleurs, il y a des Tutsis qui ont été tués. Parce que Bizosa disait qu'en Ngozi, il n'y avait pas de Tutsis. Et tués systématiquement. Et moi, je pense que là, il était devenu comme fou. Et dès qu'ils sont descendus jusqu'en quatrième, ils ont pris les 5 premiers. Moi, j'étais numéro 8. Ils ont... Par ordre alphabétique. Les Hutus étaient appelés par ordre alphabétique. C'est ce que j'ai vu sur un papier, un morceau de papier. Et moi, j'étais numéro 8. Devant moi, il y avait un Tutsi et un Hutu. Donc, il ne restait qu'un et moi pour partir dans la liste suivante. Ils viennent de ramasser les derniers de la troisième année. Ils sont venus pour la quatrième année et ils ont fait appel. Même s'ils avaient fait appel en ce moment, j'étais à la chapelle. J'étais à la chapelle. Quand les prêtres ont vu cela, ils ont alerté. Ils ont alerté Monseigneur Kaburungu. Kaburungu est venu en ce moment d'ailleurs au collège. Et puis il est parti parler avec Bizosa. Et puis il est descendu voir Michombero. Il y avait aussi quelques ecclésiastiques qui avaient été tués, surtout les sœurs, Ngozi et les prêtres. Il est descendu directement à Bujumbura. Et quand il est revenu, Bizosa n'est plus. Bizosa a été rappelé, a été changé, je crois, muté. Et les tueries se sont stoppées là-bas. Dans le sud du pays, ce ne sont pas au nom des Hutus qu'ils ont été tués. Non. Je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'État, du gouvernement en place en ce moment, le gouvernement de Michombero. Il y a eu des gaffes, il y a eu des problèmes au sud. Mais qu'il y ait des problèmes au sud, que des Hutus tuent des Tutsis au sud, et que tout le pays, tous les Hutus soient pourchassés, ça a été une mauvaise gestion de la part du gouvernement de Michombero. Donc, les gens parlent de génocide de Tutsis. Oui, pour moi, il y a eu génocide. Mais si ce génocide n'a pas été reconnu, c'est ce que je dis toujours aux gens, et chaque fois ils sont fâchés contre moi. Je dis oui, il y a eu génocide dans vos cœurs, dans nos cœurs, mais ce génocide n'a jamais été revendiqué, n'a jamais été reconnu. Donc, il reste au niveau. Il faut rappeler ce qu'il faut continuer à rappeler tant qu'il n'est pas reconnu. C'est un crime crapuleux.
C'est un crime contre l'humanité. Et ça sera facile à redémontrer. L'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, dit que les événements de 72 ont emporté les victimes, tant dans le camp des Hutus que celui des Tutsis. Il regrette qu'il n'y a pas de courage d'aborder la question pour que la vérité soit connue. On l'écoute. Il faut que l'opinion cadre bien les faits avec aisance, objectivité et responsabilité. Dans les faits, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai appris, dans ce que j'ai vu, parce que quand même à l'époque j'avais 16 ans, c'est qu'on a parlé au départ d'une rébellion au Hutu qui se serait manifestée particulièrement dans la partie sud du pays, notamment à Nyanzarak, à Rumongue, à Zanga, en tout état de cause. Ce qu'on a vu, c'est que cette rébellion poursuivait notamment des victimes Tutsis, ceux qui ont évalué à l'époque, victimes entre 800 et 3000 personnes. Mais nous devons également rappeler que déjà à partir du 29 avril, il y avait des contradictions énormes au sein de ceux qui se disputaient le pouvoir au sein de l'État, de manière que des assassinats ciblés de cadres et militaires Hutus ont commencé dès la nuit du 29 avril. Et cela a perduré et pendant pratiquement une longue période. Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à la fin du mois de juillet, début août 1973. Ce qui s'est passé alors, sous la conduite de l'État, a été qu'il y a eu une stratégie d'éradication, d'extermination des élites Hutus dans les structures politiques, militaires, économiques, sociales, religieuses, partout. J'ai vu même qu'il y a eu des jeunes élèves des écoles secondaires qui ont été amenés à l'abattoir. J'ai vu qu'il y a eu des universitaires qui ont été amenés à l'abattoir. Il y avait donc une chasse organisée par l'État et menée par l'État à l'époque. Selon certaines sources, le chiffre des victimes est aussi entre 100 000 et 300 000 personnes. Dans ce que je regrette personnellement aujourd'hui, c'est que sur cette histoire, ce sombre passé, nous n'avons pas le courage d'aborder cela pour que la vérité soit définitivement fixée. La rébellion qui a attaqué le Burundi en 72 était organisée par le parti PPB, formé par les réfugiés qui avaient fui le pays en 65 et en 69. Leur mission était de libérer les Hutus opprimés par le pouvoir Tutsi. C'est la lecture de Rugambarara Alphonse, ancien politicien. Certains militaires et quelques hauts dignitaires d'alors étaient aussi au courant de cette attaque. On l'écoute. Il apparaît très clairement que c'était une attaque organisée par un parti, le Parti populaire du Burundi, qui avait été formé dans les milieux des réfugiés en Tanzanie par quelques personnes. Et je dirais essentiellement 3 noms qui me viennent à l'esprit. C'était un ancien député de 1965, Biorero Ezekias, un ancien étudiant de l'université, Mpacha Seleus, et 2 anciens étudiants de l'université, Mpacha Seleus et Abel Ntita, qui semblent être à la base de ce parti. L'organisation de ces attaques s'est faite en Tanzanie, parce que j'ai pu parler avec d'anciennes recrues de ce parti qui m'ont vraiment parlé comment les recrutements se faisaient, quels étaient les enseignements qu'ils avaient et les intentions qu'ils avaient dans leurs attaques. Et je dois dire que la préparation n'était pas très bien au point, parce que les dirigeants se disaient que si les attaques se font, tous les Bahutus vont se soulever contre les Batutsis et qu'il suffit de lancer des tracts pour que cela puisse se passer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que non seulement tous les Bahutus ne se sont pas soulevés, mais aussi il y a eu une résistance au niveau de l'armée qui a empêché que le génocide qui était préparé puisse avoir lieu
complètement. Et j'ajouterais aussi qu'au niveau du gouvernement, d'après certaines informations, il y avait quelques ministres qui étaient au courant, des militaires qui étaient au courant de ces attaques, parce qu'il avait été organisé à travers tout le pays. Et ce qui nous a étonné, c'est que ce sont des militaires qui organisaient cela, des soirées dansantes un peu partout dans le pays. Donc il y avait réellement une organisation qui était là. Et d'ailleurs, le garde du corps, qui est la première victime à Bujumbura, a été tué en allant au mess des officiers voir si tout était prêt. Donc les attaques, les nier, ce serait faire vraiment preuve d'hypocrisie. Mais ces attaques-là ont bel et bien eu lieu. Et nous avons vu des maisons brûlées, nous avons vu des cadavres devant notre maison, tout près de la cathédrale, à la clinique, Prince Louis Rwagasore. C'était vraiment terrifiant. Les événements malheureux de 72 ont ciblé surtout l'élite Hutu, dont le colonel Martin Dayahodze, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'époque. Sa femme raconte comment il a été appelé par sa hiérarchie afin qu'il se présente au service. Depuis le moment, il n'est jamais retourné à la maison. Son épouse, Rose Dayahodze, ajoute qu'après la disparition de son mari, l'armée est revenue pour perquisitionner sa maison avant qu'elle ne soit expulsée avec son bébé d'1 mois de naissance. Et puis il a dit, bon, cherche-moi les habits, les tenues de combat. Alors j'ai dit, mais comment ça se fait qu'on ne vous a pas envoyé une Jeep? Alors j'ai dit, bon, appelle les autres officiers pour voir ce qui se passe, si vous pouvez partir ensemble. Alors il a appelé un de ses collègues qui ont fait l'école ensemble, ils étaient à Boutari ensemble à l'école secondaire, Astrida. Et ils étaient à l'école militaire en France. Et puis le monsieur, on m'a appelé. Et puis ils se sont entendus qu'il se rencontre tout près de l'Athénée Royal. Et il est parti. Alors quand il est parti, moi j'étais inquiète, mais il m'a appelé. Il m'a dit, bon, je viens d'arriver, j'ai vu les autos qui ont été brisées, puis les autres incendiés. Il a dit, je vais vous donner des nouvelles plus tard. 6h du matin, il m'a appelé encore, il m'a dit, la situation n'est pas claire. Si on m'envoie à l'intérieur du pays, je vais vous aviser. Alors, vers 2h du matin, non, de l'après-midi, quand j'ai vu que mon mari ne m'appelait pas, j'ai appelé chez son collègue et c'est lui qui a répondu au téléphone. J'ai dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas parti alors qu'on a convoqué tous les officiers? Et puis il a dit, mais moi, mes enfants sont malades et ma femme n'est pas là, je dois m'occuper de mes enfants. Quand il m'a dit ça, j'ai compris tout de suite. Un officier qui reste à la maison s'occuper des enfants pendant la guerre. Alors après, 2 heures après, je vois un grand camion qui vient. Et je pensais que c'était lui qui venait. Et c'était plein de militaires, ils ont encerclé la maison. Et puis il y a un officier qui est venu avec un mandat de perquisition. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas perquisitionner chez moi. Mon mari est au travail, il m'a appelé. Il a dit non, on doit entrer. Et puis ils sont entrés. Et puis ils se sont positionnés sur toutes les portes. Ils ont commencé à fouiller. Et puis il y avait même des militaires autour. Il y en a que je regardais, j'ai dit, bon, si je lui dis, il va pas me croire. Alors je n'ai rien dit. Alors après, ils m'ont fait un reçu de tout ce qu'ils ont pris. Le malheur ne vient jamais seul. L'officier qui était venu perquisitionner la maison de Rose Dayahodze est revenu pour prendre les biens de la maison. Pire, le procureur général de l'époque portait la montre de Martin Dayahodze comme son épouse l'affirme.
3 jours après, le même militaire qui est venu réquisitionner chez moi, il est venu pour me dire, vous avez pris la clé de la maison du gouvernement. Il faut les donner. J'ai dit, je n'ai pas cette clé, je l'ai laissée dans la porte. Il dit, non, il faut venir. Alors je sors, j'arrive en bas, je trouve une jeep avec 6 militaires armés avec les mitraillettes. Alors ils m'ont mis devant, le chauffeur et l'officier, ils m'ont amené là où j'habitais. J'arrive là, je trouve un monsieur, un militaire que je connaissais, et puis il avait les yeux rouges, il avait changé complètement. Alors il m'a demandé la clé, j'ai dit je n'ai pas la clé, puis il dit c'est quoi le numéro de ta clé? J'ai dit mais vous, si je vous demande le numéro de votre clé, est-ce que vous allez le connaître, le savoir? Alors, il dit bon, mais il prend un panier. Il y avait comme 200 clés. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, c'est combien de gens qui sont déjà arrêtés? C'est comme ça que j'ai réalisé. Alors, il dit bon, ouvrez. J'ai eu peur parce qu'il criait sur moi, j'ai commencé à ouvrir une clé, 2 clés, après je me sens humiliée, j'ai arrêté, j'ai dit non, je ne continue pas, je n'ai pas pris les clés. Entre-temps, quelqu'un a amené les clés, ils ont ouvert, et puis il est entré, il a foncé dans... On avait 2 salons, il y avait un petit salon où on aimait jouer les cartes. Et j'avais acheté des meubles sculptés chinois. Alors il entre, il dit, où est la table qui était ici? J'ai dit non, ce que vous ne voyez pas ici, c'est à moi. Alors j'ai réalisé que ce monsieur, on n'était pas amis, mais un an avant, il avait commencé à venir chez nous. Alors il avait déjà repéré les choses qu'il allait prendre de la maison. Alors maintenant, il envoie quelqu'un pour téléphoner. Bon, la clé était à l'état-major, donc il a pu ouvrir. Donc il envoie quelqu'un pour téléphoner un camion du gouvernement. Ils m'ont suivi, là où j'étais. Ils ont chargé toutes les choses, mes affaires personnelles. Et j'avais les reçus. J'étais organisée, j'avais toujours les reçus. Alors je suis allée avec eux pour leur montrer qu'on n'a pas volé les choses du gouvernement. Il a pris les reçus, puis il l'a mis dans sa poche, et puis il m'a chassé. Le lendemain, j'ai appris qu'il a chargé toutes ces choses, il a amené dans sa maison de campagne. Donc, le 6 avril, mais le 6 mai, c'est là qu'ils ont lancé un communiqué pour dire que ceux qui ont été arrêtés ont été jugés par la cour martiale et exécutés. Ils n'ont pas donné de nom. Une semaine après, les gens ont vu que le procureur général portait la montre de mon mari. Les violences massives de 72 ne peuvent pas être vues de la même façon par les Barundis, que ce soit chez les Hutus, chez les Tutsis, les Ganois, mais également dans les clans des Wahima et Banyaruguru. Ce sont les propos d'Aloïse Vatunganayo, représentant légal de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, AMEPSI en sigle, qui indique qu'après ce massacre, l'État a interdit aux gens de dire ce qu'ils savent de ces massacres et d'empêcher les familles des victimes de pleurer les leurs. Pour lui, aussi longtemps que la justice n'est pas rendue, il y aura toujours des divergences sur cette crise de 72. Ils ne peuvent pas le voir de la même façon du fait que les pouvoirs publics de cette époque ont tout fait pour promouvoir l'oubli, pour interdire les gens d'en parler, pour interdire les familles des victimes d'observer les rituels autour de la mort. Ils n'ont pas fait le deuil, ils n'ont pas
fait la levée de deuil. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte de transmission de la mémoire blessée et une transmission de père en fils. Ce qui veut dire que c'est une sorte de transmission de la mémoire vengeresse, une mémoire qui ne réconcilie pas du tout. Et il y a également ce qu'on appelle, ce que Jean-Pierre Chaumont appelle la concurrence des victimes, où tu trouveras que certains livres, certains documents et même des témoins vivants disent que 72, il y a eu un génocide commis contre les Batutsi. Et d'autres disent que 72, il y a eu un génocide commis contre les Bahutus. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une vérité. Les pouvoirs publics n'ont rien fait pour favoriser la recherche de la vérité ou la justice. Et donc, les communautés burundaises font tout pour transmettre leur mémoire blessée et une mémoire malheureusement qui ne fait qu'isoler une personne dans la coquille de son ethnie, de son clan. Et donc, dès lors que cette mémoire vengeresse se transmet de père en fils, malheureusement, il y a risque que les violences continuent à être répétitives, se répètent parce que la justice n'a pas été rendue aux victimes, la justice n'a pas tranché pour mettre à nu la lumière. L'association de lutte contre le génocide, AC Génocide Chirimoso, demande une enquête internationale pour les massacres commis en 72. Emmanuel Nkurunziza, représentant de cette association au Canada, regrette que le pouvoir en place joue la victime alors que ce crime de droit international n'est pas encore élucidé. Suivez. Puisque c'est un crime de masse de droit international, ces massacres donc doivent être enquêtés et ces enquêtes doivent être menées par une commission internationale, c'est-à-dire complètement neutre. Il ne faudrait pas donc, ça c'est notre recommandation, que ces massacres soient accaparés par le gouvernement en place, comme nous le constatons déjà. Donc il ne faut pas que le régime s'en approprie à des fins de propagande interne. Nous adressons donc de ce fait à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle constitue une commission d'enquête comme elle l'a fait en 1993 quand elle a nommé une commission qui a justement conclu aux actes de génocide contre les Tutsis après donc octobre 1993. Considérant que le régime en place est en passe de, comme je le disais tantôt, de s'approprier ces massacres, et nous lançons une alerte à la population d'abord, aux organisations ensuite, aux individus et puis de justice pour que justement on mette fin à cette situation parce que non seulement c'est une anticipation, on commémore ce qui n'a pas encore été enquêté, mais également et surtout c'est que c'est une falsification qui frôle même le négationnisme parce que ce qui est connu c'est que en 72 il y avait un plan d'élimination, d'annihilation totale de Tutsis lancé par l'organisation ONU, Umugambi w'abakozi b'u Burundi, qui est l'ancêtre du Frodebu, étant le père géniteur du CNDD-FDD en place aujourd'hui. Donc, une occasion de faire un clin d'œil parce que d'abord, la qualification du crime de génocide est du ressort, comme je le disais, du droit international. Oui, l'Assemblée actuelle, l'Assemblée nationale, je veux dire, ou le Sénat, peuvent prendre de ces décisions, mais ce sera justement une falsification qui ne peut que servir un régime en place et nullement la justice et plus jamais ça. Le comportement des dirigeants burundais actuels n'est que de nuire le Burundi. Ils ne font que diviser les gens entre les victimes de 72 et le reste de la population. Pour Aloïse Niyoyita, ce n'est qu'un mensonge politique car auparavant, le gouvernement burundais n'avait jamais évoqué les événements de 72. Suivez les propos de cet orphelin de ces événements malheureux. Le comportement, ça serait plutôt d'unir le Burundi, de tenir un discours unificateur, pas un discours qui divise les gens entre les victimes de 1972 et le reste de la population, qui sont, quand on parle de ça, qui sont des Hutus, alors qu'on le sait très bien, et eux-mêmes le savent, il y a eu des Hutus majoritairement qui sont morts, mais il y a eu aussi des Tutsis qui sont morts. Les gens qui connaissent l'histoire du Burundi savent comment tout ça a été fait. À Rumongue, il y a eu des victimes Tutsis, et c'est
d'ailleurs cela qui aurait été à l'origine de tout. Et plus tard, quand on a arrêté des gens à travers tout le pays, on a entendu, notamment en Ngozi, à Muyinga, à Kirundo, il y a autant de Tutsis, il y a autant de Ganois qui ont été exécutés comme des Hutus. Alors pour moi, en ce qui me concerne, l'honnêteté intellectuelle ou l'honnêteté politique serait de dire à toutes ces victimes, plus jamais ça. Donc pour moi, c'est un mensonge politique. Un mensonge politique pourquoi? Parce que le parti au pouvoir est arrivé en 2005. On n'a jamais entendu parler de ce discours. En 2010, le parti au pouvoir a été réélu. On n'a jamais entendu parler de ce discours. Ce n'est qu'après les manifestations anti-troisième mandat de 2015, avril 2015, qu'on a commencé, après qu'on a tenté de diviser les Burundais en 20, ce n'est qu'après qu'on a commencé à entendre le pouvoir, des marionnettes dites associations créées sur le tas qui ont commencé à parler de cette date. Comme je le disais, en 1972, autant les Tutsis sont morts. Bien sûr, les Hutus ont été majoritaires, mais les Hutus sont morts. En 1988, la majorité des Tutsis ont été massacrés, assassinés. En 1993, beaucoup de Hutus ont été tués. Aloïse Nioïta continue en interpellant les politiciens de ne pas généraliser. Ce n'est pas tous les Tutsis qui ont tué, ce n'est même pas tous les Hutus qui ont tué, poursuit-il. Il demande que la justice soit faite, que les criminels soient traqués et traduits devant la justice. Suivez-le. Autre chose qui est très important, c'est que vraiment dans les discours que tiennent les politiciens, ils arrêtent de généraliser. S'il y a eu des pouvoirs Tutsis criminels, qu'on le dise ainsi, que la justice les traque, qu'on les mette devant leur fait accompli. S'il y a eu des Hutus ou des Hutus qui tuent aujourd'hui, qu'ils soient identifiés et nommés et que la justice les traque. Qu'on ne continue pas à mentir en prenant des groupes en général, en disant les Hutus ont tué, les Tutsis ont tué. Non, ça c'est un discours très dépassé. Je pense nous devons être honnêtes et poursuivre les criminels. Moi, je crois tout simplement qu'aujourd'hui, les Burundais, nous devrions être courageux, Hutus et Tutsis, nous regarder en face, nous dire la vérité, nous dire on a péché contre les uns et les autres. On arrête ce qui s'est passé, on laisse nos enfants voir un autre Burundi différent de ce que nous avons vu. Ça aurait été une bonne vengeance par ailleurs. Eh bien, c'est par ce souhait de Aloïse Nioïta que prend fin cette synergie des médias avec la télé-renaissance Radio Inzamba et Radio RPA que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.